Bonjour, alors j'ai 40 minutes, moins 12 minutes de film, hein, puisqu'on va décrocher sur un film qui a été fait par le ministère de la Transition écologique pour le Grand Prix européen du paysage. Donc c'est le prix du Conseil de l'Europe. Voilà, donc c'est pour ça que ce Grand Prix du paysage est lié pour 2 ans, puisque la deuxième année est consacrée à l'Europe. Alors c'est un Grand Prix qui salue un projet. Donc c'est différent effectivement du Grand Prix de l'urbanisme. Et ce projet, c'est le projet du Cap Fréhel en Bretagne. Et c'est un projet qui a lieu sur le site du Conservatoire du Littoral. Donc la maîtrise d'ouvrage est une maîtrise d'ouvrage Conservatoire du Littoral. Donc c'est un établissement public qui intervient sur les bords de mer pour en fait acheter des terrains. Et on se rend compte que l'acquisition, souvent, quand on veut protéger un paysage, est quand même voilà, une action forte pour finalement les soustraire à l'urbanisme. Parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde se rue sur le bord de mer, ça construit partout, et on risquait de ne plus avoir la possibilité simplement de voir la mer ou d'avoir accès à la mer. Donc c'est cet espace public, puisque les terrains du conservatoire sont à tous et pour toujours, c'est inaliénable, sont d'abord faits, bien sûr, pour permettre aux gens, finalement, de goûter gratuitement la beauté de ces paysages. Donc tout le travail que l'on va faire sur ces sites, souvent, consiste à valoriser ces lieux, alors que bien souvent, comme ils sont très beaux, ils ont été suraménagés. Et donc c'est toute la philosophie du conservatoire qui est de travailler beaucoup par soustraction. C'est-à-dire dans les projets, on n'arrête pas d'enlever des choses. On enlève des parkings, on enlève des restaurants, là on enlève... Un peu comme la Pointe du Raz l'a fait en son temps, et c'était vraiment quelque chose de précurseur. Pour ça, donc, en fait, moi j'ai pas d'agence, je suis tout seul, j'ai pas de salariés. Donc c'était aussi un grand prix qui a été attribué à quelqu'un qui travaille tout seul. C'était un peu original, parce que généralement c'est plutôt des grosses agences, avec plein de gens qui travaillent. Et là, en fait, je me suis associé à un scénographe, à une ethnologue, interprète du patrimoine, et on a travaillé en 2012 pour réaliser un schéma d'intention paysagère. Et on a été pris sur une note méthodologique. On n'a pas été pris sur concours. Et ça, c'est important de se dire finalement que le concours est très très mal adapté finalement au projet de paysage. Quand on met plusieurs équipes en concurrence, ils ne vont pas pouvoir travailler en complicité avec la maîtrise d'ouvrage, en complicité avec les habitants, avec les usagers. C'est pour ça que je me méfie. En fait, dans ma vie, j'ai dû faire un concours, je l'ai perdu, j'étais pas content, donc j'en ai plus fait du tout. Et ça marche très bien, quoi. Et donc, comme bien souvent les CAUE ont comme objectif la rédaction d'appels d'offres, de cahiers des charges, voilà, il faut vraiment mesurer la possibilité de passer hors concours. Et c'est possible. Là, on a fait, donc on était au prix forfaitaire, donc voilà, on avait pour faire un projet dont on a fait une esquisse qu'on a chiffrée. Et donc là, on avait un coût d'objectif. Et puis ensuite, il y a eu à nouveau un appel d'offres pour faire la maîtrise d'œuvre. On s'est présenté et on a pu poursuivre. Heureusement, parce que c'est quand même assez frustrant de faire les premiers pas et puis à un moment de s'arrêter et de ne plus pas aller à l'avant. Parce qu'une chose est de dire, d'élaborer des idées, notamment des idées sur la sobriété, la transition écologique, la biodiversité. Une autre chose, c'est de passer le pas et de faire. Et pour nous, le faire est vraiment excessivement important. Surtout que là, on était en plus dans un contexte particulier, puisqu'on est dans un grand site de France. Et là, il y avait toute l'équipe du grand site qui a pu vraiment nous accompagner et faire rayonner ce projet à l'échelle d'un territoire de 4 communes qui sont donc labellisées grand site. Alors au départ, en 2012, ce n'était pas encore labellisé, donc finalement, ce projet a finalement hâté la labellisation. Et puis, on a pu ensuite, du coup, basculer sur finalement une diffusion de ce projet sur cet ensemble de territoires. Et puis, au cœur des grands sites, il y a quand même le site classé. Et je dirais que là, on a une chance en France, c'est d'avoir cette loi de 30, avec des inspecteurs des sites, avec des architectes des bâtiments de France. Alors, je sais que pour certains élus, c'est compliqué, parce que je vois des... C'est quand même une grande chance.
si la France est aussi belle, c'est parce qu'effectivement, on a cette loi et puis on a des professionnels, que sont les inspecteurs des sites et les architectes des bâtiments de France, qui veillent finalement à ce que les projets soient faits en complicité. Et c'est vrai que là, le travail avec les services de l'État, le travail avec les élus, le travail avec le conservatoire a été vraiment fait de façon très très complice. Et donc on a bâti finalement notre projet sur quelques grandes intentions. Donc là, on ne va pas chercher des choses très compliquées. Il y a une lande merveilleuse, c'est la lande du Cap Fréhel, dont il faut finalement préserver la puissance. Et comme c'est une lande qui a 1 mètre de haut, finalement, dès qu'on a un objet, ça se voit de partout. Donc le moindre panneau, le moindre mobilier. Donc là, on a enlevé beaucoup de choses pour que la lande puisse toucher le ciel, en fait. On avait des sentiers, mais alors des sentiers qui avaient été aménagés, et notamment aménagés avec des petits platelages. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, c'est cette façon dont on a aujourd'hui, quand on a un chemin, ben, on met un platelage en bois. Vous voyez, est-ce que c'est les petites lattes en bois, on marche dessus? Souvent, ça ne sert à rien. Quand on revient au bout de 15 ans, ça commence à pourrir, et puis il n'y a plus les budgets d'investissement pour le faire. Donc en fonctionnement, on n'arrive pas à remplacer. Enfin, et puis on n'est plus les pieds sur terre, on n'est plus à toucher la terre, on n'est plus... Alors, ça fait bien, ça fait un peu bling-bling, voilà, c'est comme la ville, hein, on marche comme sur un trottoir, mais finalement, la relation au sol, la relation... Donc, en fait, on a enlevé des plâtelages, on a parfois enlevé des marches en bois parce que les sentiers étaient extrêmement raides et on les a fait passer beaucoup plus doucement. C'est-à-dire que parfois, voilà, on a abandonné des portions de sentiers pour permettre finalement de cheminer très, très, très doucement. Et puis, un troisième principe, ça a été de redonner du sens aux phares. On a un phare magistral, hein, c'est le 4e phare d'ailleurs, parce qu'ils ont été démolis ou abandonnés. Et ce phare, en fait, il avait les pieds dans le goudron. Il y avait 300 places de parking au pied du phare. Et c'était horrible, l'expérience de visite, c'est-à-dire qu'on sort de sa voiture, alors déjà on a un peu peur parce qu'il y a des voitures partout, et puis il faut se tordre la tête pour voir le phare qui est là-haut, donc en fait on ne le regarde pas, et on n'a qu'une envie, c'est quitter le stationnement, tourner le dos au phare et ne plus le regarder. Et puis quand on revient, finalement, on le voit moins. Alors que là, on a proposé de démolir ce stationnement, de le reculer de 200 mètres et d'avoir un cheminement dans la lande qui mette vraiment le site en valeur, le phare en valeur. En fait, c'est le monument qui est mis en paysage. Ça a été vraiment Et l'argument principal, ça a été l'expérience de visite. C'est-à-dire qu'on a mimé, en fait, l'expérience que va avoir un visiteur quand il va débarquer. Je sors de ma voiture, je commence, voilà, je sors du stationnement, là je suis dans les saules, et là on a travaillé pour que cette branche de saule soit coupée, pas celle-là, comme ça, et à un moment, l'effet waouh, le phare. Et donc là, ça y est, ça repart avec une courbe tendue, et au moment où on est au pied du phare, on voit la mer. Et là, et après on repart. Enfin, et donc on a séquencé finalement notre travail comme une dramatique, une scénographie. Et puis le dernier principe, là, ça a été de se dire, il y a du patrimoine extrêmement intéressant. Alors le premier réflexe, ça peut dire, eh ben, on va mettre des petits panneaux partout pour expliquer comment c'est joli, comment c'est bien. Et là, il y a quelque chose, il ne faut pas tomber dans le panneau en fait. Enfin, c'est un peu simple, mais voilà, ces petits panneaux qu'on voit pour expliquer le patrimoine, machin, en plein paysage, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on est dans le paysage, on doit l'être pleinement. Et on doit arrêter d'avoir des choses à lire. C'est pour ça qu'on rêve à des zones blanches dans ces sites. Après, on dit non, danger, il faut qu'on puisse appeler au cas où on a une jolie. Mais en fait, ces lieux sont des lieux de ressourcement, des lieux d'inspiration, des lieux de mobilisation. Et pour ça, moins on a de choses à lire, plus on est dans le paysage, plus on offre finalement une émotion brute, plus les gens vont vraiment apprécier ces grands paysages. Donc là, on a vraiment ce travail et on se rend compte que finalement, toutes ces orientations sont complètement en adéquation avec la transition écologique. Qu'est-ce qu'on cherche dans la transition écologique? C'est la sobriété. Ben, finalement, quand on ne met pas de platelage ici, quand on recule et qu'on fait en sorte qu'on passe d'un tourisme prédateur où on s'arrête en voiture, on prend la photo et on repart, à un tourisme d'expérience, parce qu'il faut au moins 2 heures pour faire le tour, puisqu'on a reculé le stationnement et qu'on ne voit rien depuis le stationnement, ça change beaucoup les choses. Quand, sur un projet comme celui-là, on décide de ne jamais acheter sur catalogue du mobilier, de ne pas faire de l'éclairage, et de ne finalement travailler qu'avec du bois local, travailler avec le grès de Fréhel,
travailler avec des entreprises locales. Et c'est pour ça que les appels d'offres, on essaye toujours de les calibrer pour que ce soit des petites entreprises du coin qui répondent et que ce ne soit pas obligatoirement des grands groupes. C'est pas toujours facile. On est soumis à la loi des marchés. Mais voilà, on y arrive quand on travaille en fait ces orientations dès le cahier des charges qu'on écrit avant donc, la mise en concurrence et le dossier de consultation des entreprises. Donc, ce travail de filière courte, de petite entreprise, par exemple, sur un site comme ça, il y a 1 million de visiteurs sur le Cap Fréhel. Donc, dès qu'on a des cheminements, mais on voyait que la lande prenait mal puisqu'elle était extrêmement piétinée. Donc, on a réduit les cheminements. Et puis, là où on a réduit, et là notamment où on a enlevé le stationnement, on n'a rien planté. On a laissé faire. On a laissé faire la nature. Donc là aussi, on n'a peut-être pas besoin de sortir les finances pour acheter des arbres déjà énormes. Enfin, la végétation, en fait, elle se porte jamais aussi bien que si on la laisse faire. Et là, on n'a pas arrosé, on n'a pas mis de pesticides, on n'a pas ramené de terre végétale. Sur les déblais remblais, on a essayé d'être en équilibre déblais remblais, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu des camions qui sont partis dans les décharges pour ramener du matériel. Donc, et ça a été un travail extrêmement fin, puisqu'on faisait des petits tas partout. Alors ce tas-là, il va se déplacer ici, et là c'est de la terre avec un peu de fougère, on va pouvoir la remettre ici, parce qu'on avait... Enfin, et donc ce travail très très fin a permis finalement de travailler vraiment en sobriété, et de travailler pour finalement la meilleure préservation de la biodiversité, parce qu'on fait des catastrophes en ramenant simplement de la terre. Là, on est dans une lande Natura 2000, avec une terre extrêmement particulière, sur du grès, avec des graines dedans. De la terre, c'est une banque de graines. Si on jette un morceau de terre qui vient même de 50 km, il va pousser vraiment n'importe quoi. Or, parfois, les espèces, et notamment les espèces de lande, sont des espèces fragiles. Fragiles vis-à-vis d'une concurrence. Donc là, vous voyez, et alors c'est grâce notamment aux opérateurs Natura 2000 qui nous ont alertés là-dessus. Et là, on est en complète adéquation avec le Conservatoire du littoral. Voilà, je ne vais pas aller bien plus loin. Voilà, les images vont être peut-être parlantes pour... donc voilà, on a fait 2 jours de tournage sur le site, ça a été un très très beau moment. Le Cap Fréhel est un joyau. Un espace naturel de plusieurs dizaines d'hectares surplombant les côtes de la Manche à plus de 70 mètres de hauteur. D'ici, un panorama exceptionnel laisse deviner la baie de Saint-Malo, le Fort Lalatte, la mer à perte de vue. Le site est d'intérêt majeur pour la conservation de centaines d'oiseaux marins qui trouvent refuge dans ces falaises de grès rose. Sa lande s'étend sur plus de 400 hectares préservés. C'est la plus vaste du littoral breton. En fait, pour faire un projet sur un site, il faut entrer en paysage. Il faut s'en imprégner. Et pour cette entrée, en fait, la clé, c'est le croquis. Ça m'aide vraiment à m'imprégner, à me poser, à prendre du temps. Le croquis, c'est pas une photo, ça. Il faut du temps. Et puis, il y a une curiosité des promeneurs et des visiteurs qui souvent viennent me voir, regardent le croquis. Et là, c'est l'échange.
En fait, le croquis, comme un pointillisme, va prendre des ambiances, va nous permettre d'imaginer ce que le site pourrait être plus tard. Mais il y a un outil qui permet vraiment de rassembler l'ensemble de ces éléments de projet, c'est le schéma d'intention paysagère. Et à partir du moment où on a cette base, on peut réellement passer à la phase opérationnelle. Alain Frétet est paysagiste concepteur. Il a été choisi par le Conservatoire du Littoral pour imaginer et mettre en œuvre le projet de protection et de valorisation du Cap Fréhel. Un chantier exemplaire au service de l'homme, de la nature et du territoire. La première fois que je suis venu sur le Cap Fréhel, il y avait du vent, il pleuvait et j'étais tout seul. Et là, j'étais vraiment confronté à une puissance des éléments. La mer était déchaînée. Après cette première impression, la découverte finalement d'aménagements un peu parasites. Le stationnement au pied du phare, un restaurant mal posé, des sentiers qui s'en vont un peu partout, du mobilier, des poubelles. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui dépréciait finalement la force du site. Avec plus d'1 million de visiteurs par an, le Cap Fréhel est le 3e site le plus fréquenté de l'Ouest français. Propriété du Conservatoire du Littoral depuis 2015, il incarne à lui seul sa philosophie, acheter pour tous et pour toujours. Nous réparons les terrains que nous achetons dans une optique de les inscrire dans la stratégie nationale des aires protégées, qui est une stratégie qui vise à constituer un réseau cohérent au plan écologique et permettre ainsi aux territoires qui sont parfois fragilisés de retrouver une dynamique et une attractivité à la fois économique, culturelle, sociale et également sur le plan du bon état de leur milieu. Une première phase de travaux débute en 2015. Après son acquisition par le Conservatoire du Littoral, l'ancien restaurant situé juste devant le rocher de la Fauconnière est en partie détruit. Le traitement de l'assainissement, de l'eau potable, on est sur du grès, on est sur de la roche, il n'y a pas de canalisation d'eau, c'était pas possible de mettre aux normes le bâtiment. Et puis il faut imaginer les gens qui viennent manger au restaurant, donc forcément les voitures, des bus même. Enfin, c'est vrai qu'autour du restaurant, il y avait quasiment plus de végétation, on était sur la roche à nu, une énorme érosion. Bref, on a un restaurant qui tient par l'opération du Saint-Esprit, on va enlever une grosse partie. Il risque de basculer de la falaise, mais ça, c'est pas possible. Notre idée première, c'était de tout raser pour retrouver le site naturel. Et puis, au cours des discussions, on s'est aperçu qu'il y avait un attachement très fort des habitants à ce restaurant qui rappelait tout un tas d'événements et tout ça. Et puis, dans le projet, on a décidé finalement de maintenir le soubassement du restaurant et d'en faire un belvédère sur la réserve ornithologique du Cap. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. En 2017, une deuxième phase de travaux est lancée. Elle consiste à restructurer la lande et à sécuriser les chemins de la pointe. On a une chance incroyable, c'est que les strates du grès font comme des marches d'escalier et on passe de l'une à l'autre sans avoir à beaucoup aménager le site. On a essayé aussi de faire en sorte que les sentiers soient doux au paysage, qu'ils caresse finalement les amples ondulations du paysage sans heurter, mais sans non plus heurter celui qui les emprunte. C'est-à-dire qu'il y avait certains cheminements qui étaient d'un seul coup extrêmement raides avec des emmarchements en bois. Enfin, ça, on les a abandonnés au profit de profils plus longs, mais plus doux. L'absence d'objets manufacturés, urbains, par la simplicité des matériaux, la pierre, le bois, point. Pas autre chose. On a, je pense, plus de chances encore de permettre cette émotion devant le paysage pour que chacun puisse, à un moment, se dire le Cap Fréhel, je ne l'ai pas simplement fait, je l'ai vécu. Une sobriété des aménagements appliqués aux méthodes d'intervention sur site.
La revégétalisation du Cap Fréhel est menée sans plantation, ni arrosage, ni engrais. L'idée, ça a été de favoriser le retour des habitats naturels. Donc il y a ces petits monophyles qui ont été posés, qui sont assez discrets, qui permettent comme ça d'entourer les zones qui étaient mises à nu. On n'a pas ramené de la terre, hein, on n'a pas semé du gazon, et on dit que là c'est gagné parce que la lande et la bruyère, elle fait déjà 30-35 cm, donc la nature a fait les choses toute seule. On l'a juste un peu aidé au démarrage en la laissant tranquille. S'ensuit le réaménagement de l'un des points de vue emblématiques du Cap Fréhel. Là, je suis en train de dessiner le site tel qu'il était avant l'aménagement. Et c'est pas du tout évident de se replonger finalement dans ce qu'était ce lieu, c'est-à-dire une terrasse autour de la Corne de Brume sans protection, des horribles grilles vraiment défensives qui empêchaient les gens de se rendre sur le coin de la Corne parce que c'est extrêmement dangereux, il y a un aplomb phénoménal. Des cairns construits partout, un sol extrêmement irrégulier, des pierres roulantes et puis un chemin pour y accéder taillé dans la roche. S'exprime alors tout le savoir-faire des entreprises locales. Pour rehausser le mur de soubassement et les murets, elles ont recours à la technique du déblai-remblai et réutilisent le grès rose, une roche spécifique au site. Comme ici, sur la Corne de Brume, et à d'autres endroits du projet. Aujourd'hui, on a l'impression que ces murets ont toujours existé, alors qu'en fait, ils ont été créés dans le projet. Et donc, on a pu faire à la fois quelque chose de très esthétique, et en même temps, on a pu incruster effectivement des gravures en fait, qui permettent aussi de suggérer en fait, les oiseaux, mais aussi ce qui se passe au large. La ligne de fougère, en fait, a gardé la mémoire du parking. Ah oui. Quand on est en haut du phare, c'est très très net. on lit Ah ouais. complètement l'ancien stade. Alors que quand on Ouais, est là, on le voit plus. L'angle droit est visible. Mais là, C'est une mémoire archéologique végétale. La végétation, elle n'a pas bougé. Il y a encore des travaux à mener sur les phares. On a travaillé un petit escalier en pierre, en réutilisant à la fois du granit blanc et du granit gris. Et puis après, d'autres aménagements, il y a toujours la gestion au quotidien, demande aussi toujours du travail, du suivi. Ça, c'est la commune de Plévenon qui intervient sur ces aspects-là. Donc en fait, voilà. On peut envisager aussi de réduire la largeur des voies. Bien sûr. L'usage ici ne nécessite pas. Honnêtement, si ça peut s'envisager. Ah oui, complètement. Tout reste ouvert et ça se fera au moment où, avec le phare. C'est vraiment Avec le concomitant projet. avec le projet. En 2018, le projet de paysage du Cap Fréhel rentre dans sa phase la plus spectaculaire. Il s'agit de supprimer le parking installé au pied du phare, de le revégétaliser et de faire reculer le stationnement au niveau du parking communal. L'idée était justement de ne pas aller frontalement vers le phare, mais plutôt de faire le petit détour pour que l'effet de découverte du phare se fasse vraiment pleinement quand on est à pied et qu'on est vraiment dans l'expérience de visite, et non pas quand on est encore dans son véhicule avec la radio, avec des sensations complètement différentes.
En 2019, la qualité du réaménagement mené sur site permet aux 5000 hectares répartis du Cap d'Erquy au Cap Fréhel d'être labellisés Grand Site de France. L'idée, c'est qu'à partir du Cap Fréhel, on puisse diffuser le visiteur sur l'ensemble du territoire pour justement qu'il n'y ait pas trop d'impact sur un seul site. Pour que le territoire aussi puisse bénéficier en fait de cette notoriété du grand site sur l'ensemble de l'année, notamment au niveau de ses activités économiques, notamment touristiques. En 2022, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires salue un projet alliant connaissance fine de l'environnement, ingénierie locale et participation citoyenne. Réalisé pour le compte du Conservatoire du Littoral et porté par Alain Frétet, le projet du Cap Fréhel est lauréat du Grand Prix national du paysage. Que le Grand Prix national du paysage soit attribué à un site naturel sur lequel l'aménagement se fait discret, se fait même invisible pour la plupart des gens qui le parcourent, c'est vraiment une grande première et c'est saluer tout le travail que peut faire le Conservatoire du Littoral depuis des années, que peut faire les grands sites de France. Et là, il y a vraiment une reconnaissance qui nous touche particulièrement. Si le paysage et les aménagements que l'on peut faire dans les sites du conservatoire peuvent amener ce bien-être, peuvent amener cette façon de retrouver une relation à l'autre et à la nature, on a peut-être participé au devenir de la planète, tout simplement. Je trouve que ce que vous avez fait là-bas est extraordinaire. En tout cas, ça me donne des idées pour la Guyane. Par contre, j'ai une petite question. J'aimerais savoir comment vous avez résolu la difficulté, ou peut-être pas, pour les personnes à mobilité réduite. Donc en fait, il existait une route qui menait au phare. Cette route, on a laissé le bitume. La chance qu'on avait, c'est qu'elle était avec des rampes à moins de 4%. On l'a simplement réduite. Elle faisait 6 mètres de large, on l'a réduit à 3 mètres. Donc déjà, l'impact dans le paysage, beaucoup moindre. Et puis on a mis la place PMR à proximité de cette route, et donc il y a un accès. Aujourd'hui, le phare va être affecté au Conservatoire du Littoral. Et l'idée, c'est que l'équipe qui va gérer le phare, donc ça sera sans doute, parce que le conservatoire ne gère pas ses propres terrains, mais il laisse la gestion aux collectivités, donc ça sera la commune et le grand site. On peut imaginer là aussi, comme il y a le stationnement est gardienné, un petit interrupteur qui fait qu'on peut appeler le phare et donc une navette peut venir chercher la personne à mobilité réduite si elle ne veut pas faire ce cheminement. Après, les chemins du phare, en rigueur de terme, ils ne sont pas accessibles parce que ça ne passerait pas les commissions, etc. Mais ce n'est pas parce que ça ne passe pas les commissions qu'il ne faut pas faire le maximum d'efforts pour que ça soit le plus accessible possible. Et c'est pour ça qu'on a fait donc un pavage en pierre pour accéder à la première et à la deuxième terrasse. Donc c'est compliqué, la personne à mobilité réduite doit être accompagnée en chaise roulante, mais voilà, on a réussi quand même à faire le maximum. Et félicitations pour ce magnifique, ce superbe projet. Alors une question qui m'interpelle, comment vous avez réussi à convaincre les élus de ce projet et si besoin, quel argument avez-vous utilisé pour les convaincre? Alors une des clés, en fait, c'est d'aller avec les élus sur le terrain. C'est pas dans une salle que ça se passe. Dans une salle, on est toujours sous pression, puis un élu va avoir plein de choses à faire. Enfin, ouais. Là, on a réussi à dire à Madame le maire, à la présidente de la Comocom, venez, on va passer une demi-journée sur le terrain, on va déambuler.
Et là, quand on se retrouve au milieu d'un stationnement, on se dit « Oula, mais c'est ça qu'on propose aujourd'hui ». Et puis quand on fait le pas de côté, qu'on commence à explorer, là, on dit « Ah oui, là c'est quand même très très beau ». Et progressivement, en fait, de ressentir l'émotion ensemble fait que, voilà, il y a eu vraiment cette adhésion. Elle a pris du temps. C'est là aussi que ces études, pour ça que ces études de paysage, si on donne simplement un délai de 4 ou 6 mois, c'est pas suffisant. Parce que ça doit mûrir. On a rencontré les usagers, les commerçants, qui nous ont dit, de toute façon, le restaurant là-bas, en fait, il va permettre aux gens, bien sûr, de manger sur le site, mais après, il n'y a personne qui vient au village manger, et tous les restaurants du village, il n'y a personne. Depuis que ce restaurant est fermé, il y a une diffusion finalement de ce public et les restaurants marchent mieux. Donc ça aussi, ça a été un argument, mais il a fallu effectivement discuter, parler, parce qu'il y avait bien sûr des pêcheurs qui disaient « Oui, mais moi, quand je prends ma voiture, c'est grâce à ça que je vois qu'il y a un peu de remous là et que je peux prendre mon bateau, le coquillard, pour aller pêcher. Si je ne peux plus y aller, il va falloir que je fasse 200 mètres. Et c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux, mais quand même, c'est beau. Hein. Et là, on s'est rendu compte que, voilà, avec du temps, avec des arguments qui vraiment argumentent d'abord sur la beauté et l'harmonie des choses, ensuite sur la biodiversité, parce que ça aussi c'était un argument, mais ce qui passe d'abord, c'est le paysage et la relation sensible qu'on a avec cette nature. Parce qu'on a eu, pour répondre aussi à la... Tiens. Moi je suis du Morbihan et on a eu aussi à gérer sur Belle-Île, etc. Bien sûr. Et comment on l'a fait? On laissait la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que ça, c'est un excellent... Ne serait-ce que démontrer par un film comme ça, ça te montre aussi concrètement ce que ça peut donner. Et nous, tu vois, on a réussi à convaincre certains élus qui étaient un peu réfractaires pour les raisons qui ont été évoquées, notamment économiques. Et on les a amenés à la Pointe du Raz. Tu l'as évoqué, hein, où il y a eu un boulot énorme. Mais vraiment, il faut le voir, quoi, pour le croire. Et quand tu vois concrètement, et quand ils ont mis un périmètre où tu peux voir d'où ils sont partis, bah, c'est tellement flagrant que tu peux dire oui, quoi. Tu peux pas dire non, c'est compliqué. Surtout que économiquement, ça a été préservé aussi, hein, la Pointe du Raz, parce que voilà, ils sont partis, il y avait un hôtel, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses. Et ben malgré tout, quand tu le vois maintenant, et tout n'a pas été dénaturé, hein, ça a été bien au contraire. Et quand tu vois comment c'est revenu, comment la nature reprend ses droits, c'est extraordinaire. Alors, en plus, à Belle-Île, on a été aidé par quelqu'un, parce qu'on a fait l'aménagement de la Pointe des Poulains, où pareil, on a reculé le stationnement. On a été aidé par Sarah Bernard. Et c'est vrai que Sarah nous a aidés vraiment, puisqu'en fait, le projet a été écrit comme une pièce de théâtre, et on s'adressait à Sarah Bernard. D'ailleurs, le moment où on l'a présenté, parce que j'étais avec un muséographe, on a présenté ça comme ça, et d'un seul coup, il y a eu un silence dans la salle, on s'est dit, oula, qu'est-ce qu'on a fait, c'est foutu comme ça. Et puis progressivement, les gens se sont mis à applaudir, et là, on s'est dit, c'est bon, c'est sauvé. Mais bon, on avait pris un peu de risque, mais c'est vrai que... Et ça nous a, même les réunions de chantier, où il y avait M. Banet, il y avait tous les élus de maire de Sauzon, il y avait ce jeu avec, ouais, Sarah, elle aurait été vraiment contente, quoi. Et c'est important qu'on ait un récit, un récit de paysage qui nous tienne, parce qu'il y a quelque chose qui est au-delà du technique, qui est une complicité avec les lieux, et c'est là que vraiment cette relation maître d'œuvre, maître d'ouvrage, élu, doit dépasser finalement la simple relation technique. Et c'est là qu'on vit une aventure collective, quoi. Bon. Bon, voilà, bravo, félicitations pour tout ce travail, mais comment limiter aujourd'hui la fréquentation du Cap Fréhel? Parce que, bon, une petite anecdote, la course du Rhum, c'est très bien, mais quel est l'impact de tous les visiteurs qui viennent fouler les sentiers, les bruyères, l'impact là sur l'environnement? Même si le départ a été décalé cette année, mais tous les 4 ans, la nature aura peut-être 4 ans pour se refaire une petite santé après le passage des visiteurs. Alors c'est vrai que le projet a été aussi réfléchi en fonction de la course du Rhum. Et on a un dispositif d'accueil spécifique course du Rhum où le stationnement n'est plus accessible aux voitures. Toutes les voitures s'arrêtent à Plévenon. Il y a des navettes et il y a une limite qui est à 14 000 visiteurs. Alors qu'on est monté jusqu'à 40 000 quand il n'y avait personne, quoi. Donc il y a
un PC avec les gendarmes, le préfet, le machin, le truc, enfin tout le monde. On rehausse les monophiles, on met des monophiles. Et bien, la dernière fois, alors bon, c'est arrivé le mercredi, donc là c'était cool. Mais vraiment, on arrive aujourd'hui, en limitant le nombre de personnes, en limitant donc l'accès aux voitures, à gérer ces événements. Après, comment on arrive à limiter la fréquentation? Là, c'est la capacité du stationnement. C'est-à-dire qu'en fait, cumuler les 2 stationnements, on n'arrivait plus à plus de 500 places de voitures. Là, on a réduit le stationnement à 350. C'est-à-dire qu'on a enlevé 150. Quand le stationnement est plein, les gens n'ont aucune possibilité de se garer ailleurs. Parce que le département a fait une piste cyclable avec des petits poteaux, donc on ne peut pas se garer. Donc ils font demi-tour, ils reviennent le lendemain. Donc finalement, c'est la capacité du stationnement qui fait qu'on n'est pas complètement serré sur les sentiers. Parce qu'on pourrait bien sûr augmenter de façon infinie ces stationnements, et à ce moment-là, on casse complètement les lignes, et le site est vraiment surfréquenté. Alors après, il y a d'autres solutions, comme ce qui s'est fait cet été dans les Calanques, mais là c'est beaucoup plus contraignant, ça coûtait très cher au Parc National, où il fallait s'inscrire pour pouvoir passer, mais là c'est encore autre chose. Mais je crois beaucoup recul du stationnement, capacité de stationnement et gérer effectivement les places de stationnement. On commence à arriver, c'est pour ça que sur les terrains du conservatoire, on n'a jamais eu de problème de surfréquentation parce qu'on a su répondre finalement par l'aménagement. Bon, top, voilà. Je pose ça là.